Bonsoir à tous. Ce soir, c'est le postpartum avec Elisa Boileau. Je ne suis pas toute seule et nous serons deux pour parler de ce sujet vaste et passionnant. Voilà, beaucoup de femmes traversent cette période avec plus ou moins de facilité et l'entourage n'est pas toujours au courant. Donc, comme je disais tout à l'heure dans la story, soyons vigilants parce qu'on se dit oh, bah, je ne suis pas concernée par le sujet. Eh bien, c'est une erreur parce qu'on peut toujours avoir quelques personnes autour de nous qui peuvent aussi traverser cette période et qui auraient peut-être bien besoin de soutien, d'écoute, de compassion, de bienveillance aussi dans ces moments-là. Donc voilà, j'attends qu'Elisa se connecte et puis que vous puissiez aussi arriver tout doucement. Alors c'est un jour férié, peut-être que vous êtes ailleurs, je ne sais pas. Je vais chercher Elisa si j'arrive à la trouver, évidemment. Non, je n'y arrive pas. Alors, Elisa. Bonjour, bonjour. Et bienvenue sur ce live. Donc, normalement, dites-moi si vous voyez le titre du... Normalement, je l'ai mis. On devrait le voir. Je pense que je le vois moi aussi. Hein. Normalement, si je le vois, c'est que vous le voyez aussi, puisque j'ai hésité, j'ai recommencé plusieurs fois. Donc, bienvenue dans ce moment de partage où on va échanger sur Oui, merci beaucoup. Côte d'Ivoire. Oh, mais ça, c'est chouette. C'est super. On a 2 heures de décalage, il me semble, hein, c'est ça? Coucou, Elisa. Ah, te voilà. Ouais, ça y est, j'arrive. Est-ce que tu J'arrive. m'entends bien? Ouais, Ouais, je t'entends bien. ouais, Toi aussi, tu super. m'entends bien? Ouais, je t'entends bien, parfait. Ouais. Tu es très en beauté ce soir avec toutes ces couleurs. C'est magnifique. Avec la grisaille, à Lyon il fait gris et du coup c'est bien d'avoir un peu des couleurs pour changer. Mais oui, tu as raison. C'est important, la couleur. Ça fait Ouais. partie de la vie. Alors, Alors, bonjour à tous. Ça y est, ça commence à se connecter un petit peu. bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Oui, j'étais en train de dire, Elisa, que oui, des fois, on se sent pas concerné par ce sujet en disant, bon, moi, je m'en fous, je veux pas être enceinte, ou je suis un homme, ou je vois pas trop l'intérêt, ou j'ai plus l'âge, etc. Et je trouve qu'on passe souvent à côté de ce sujet, souvent parce qu'on se sent pas concerné, ce qui est pas forcément vrai. On peut avoir une collègue de travail qui est enceinte, on peut avoir sa voisine, quelqu'un de sa famille, n'importe qui. Et je trouve que c'est drôlement important d'être à l'écoute aussi de ce qui se passe pour les autres. Ouais, bah ouais, c'est clair. Hein? Voilà. Donc, comment tu vas aborder le sujet? Parce que c'est très vaste et par quoi tu pourrais commencer? Alors moi, je dirais déjà, de par mon expérience de sage-femme, je dirais que il est très peu abordé le postpartum en fait. En tout cas, du côté de la maman, tu vois. Oui. Il est beaucoup abordé du côté du bébé, c'est-à-dire que ce qui pour moi est vraiment difficile et souvent ce qui est un peu une surprise pour les femmes, on va dire, c'est qu'à partir du moment où elles sont enceintes, bah, en fait, toutes les attentions tournent autour d'elles. Et en un clin d'œil, le bébé est dehors, elles ont l'impression de plus exister. Et du coup, c'est compliqué parce que il faut gérer déjà la frustration de toi plus avoir ton bébé dedans, et en plus qu'on te le vole un petit peu parce que voilà, t'es obligé de le partager un petit peu, ne serait-ce qu'avec le papa. C'est la vedette? Et hein, C'est la vedette? voilà. Et puis en plus, tu fais face à des choses qui sont pas forcément très officielles, mais en fait, tu peux pas imaginer que ça va être comme ça en fait avant. Donc c'est assez compliqué
ne serait-ce que physiquement, moralement, familialement. Tu vas avoir l'impression que tout le monde te critique. Tu vas avoir l'impression que tu as les hormones en grand bouleversement, donc t'es forcément dans une ébullition intérieure. Et puis toi, surtout, tu sais pas faire en fait, tu sais pas gérer. Donc parce que chaque bébé, même si tu as déjà eu un bébé, chaque bébé fonctionne différemment. Donc en fait, tu peux pas forcément avoir la solution toute préfabriquée. Et il faut passer par l'expérience, passer par le lien avec le bébé pour arriver à se dire ok, ben là on va trouver des solutions ensemble, quoi. Donc c'est vraiment ce 4e trimestre, on va dire que c'est vraiment le temps de la découverte, mais aussi la finalité de la transformation, on va dire. Mm. Oui, la transformation et l'écoute de soi aussi, de ce qui est, parce que encore une fois, c'est ce que tu évoques. Je trouve que souvent, on a un monde imaginaire qui n'est pas la réalité de ce que nous allons vivre en fait. Et on est des fois en décalage avec ce monde idéalisé de ce bébé qui arrive et la réalité des faits en fait, parce que des fois le corps il suit pas comme on aimerait en fait, hein, tout simplement. Et il y a une réalité physiologique aussi. Ça dépend aussi de la façon dont on a accouché, parce Oui, qu'il c'est peut y ça. avoir, voilà. C'est ça, parce qu'en fait, j'ai envie de dire, ça va être très différent d'une patiente à l'autre, et ça va être très dépendant de aussi ce qu'elle a reçu comme information avant. C'est-à-dire si elle sait que comme un peu ce qu'on avait vu pour l'accouchement, si tu sais qu'à un moment donné tu perds pied, si tu sais qu'à un moment donné tu peux faire face à des idées où tu as l'impression que tu vas mourir, si tu sais que tu vas faire face à des sensations de ring of fire, là où le périnée il est étiré au maximum, bah tu le vis mieux, même si ça t'empêche pas de traverser le on va dire l'étape intense qui est ce moment de la sortie du bébé. Tu vas quand même pouvoir t'y préparer et tu vas quand même mieux le vivre quand ça va t'arriver. Voilà. Là, si t'as pas prévu que le postpartum, il y a des grandes étapes. Hein. Il y a le postpartum immédiat tout de suite après l'arrivée du bébé, on va dire l'étape de la première semaine à la maternité, où là c'est vraiment le grand chambardement. Et puis il y a le postpartum sur le long terme. C'est-à-dire qu'à 3 mois, à 6 mois, à 1 an, jusqu'où il va le postpartum, hein, c'est toujours ça qu'il faut avoir en tête. Parce que souvent, on se dit, bon, bah, quand on voit certaines personnes à la télé qui donnent pas l'exemple comme il faut, qui repartent travailler au bout de 3 jours, bon, bah, c'est pas possible, en fait. C'est pas du tout ça le postpartum, hein. Le postpartum, les anciens, ils disaient 9 mois pour faire, 9 mois pour défaire. Exactement. Donc, en fait, le postpartum, il dure minimum 9 mois. Ça veut dire que si tu allaites plus longtemps, ben, ton postpartum, il peut durer beaucoup plus longtemps. Sachant que de plus en plus, il y a des femmes qui vont choisir avec leur bébé l'option d'allaiter sur le long terme. C'est-à-dire que de façon officielle ou non. Hein, parce qu'en fait, il y en a plein qui allaitent en secret pendant 3 ans, 4 ans, ce qui n'est pas du tout un problème si l'allaitement ne prend pas toute la place, par exemple. On va l'aborder petit à petit, hein, toutes ces questions-là. Mais c'est vrai que l'allaitement, ça va être une bonne partie du postpartum. Après, il y a la gestion de la fatigue. Après, il y a la gestion de la relation avec le bébé et la gestion de la relation avec le conjoint et la remise en place de la famille. C'est ça. Et les autres membres de la fratrie, si on a Voilà, déjà. c'est Ou du ça. recadrage de la belle-mère ou de la propre mère. Parce Ah bah que, ça hein, c'est encore le cercle un peu plus. Il y a le cercle de la cellule familiale, puis après le cercle de la grande famille. Ce c'est qui n'est ça. pas forcément à mettre de côté, hein, parce que je veux dire, Complètement. moi en tant que sage-femme, ça nous arrivait beaucoup de mettre des panneaux sur les chambres des mamans en disant attention maman fatiguée. Visite limitée à 15 minutes. Et on faisait faire le dragon, on faisait faire le dragon régulièrement pour permettre à la maman de se reposer vraiment et de pas du tout être dans une insécurité trop longtemps, quoi, on va dire. Hein. C'est ça. Et il y a
peu de gens en fait qui le savent au début. Enfin, voilà, ça dépend toujours pareil du parcours de chacun, mais on est dans la joie et l'excitation de l'accueil et puis de voir la maman et de savoir tout si c'est bien passé, le poids, la taille, etc. Et même la maman, même si elle a eu plusieurs enfants, elle est quand même dans l'accueil et dans l'écoute de cette volonté pour les autres. Mais elle se met aussi des fois, pas forcément en danger, mais quand même une forme de péril émotionnel et physique parce qu'elle tient pas la route finalement. Bah, Elle a en envie de fait, faire plaisir et voilà. ouais, c'est un des effets positifs du Covid, on va dire, c'est que en fait, les maternités en postpartum se sont bien calmées, on va dire, parce que avant, par exemple, typiquement, tu vois, on pouvait dire le dimanche soir, à la fin du week-end, à la pouponnière, quand on était encore en train de ramasser les bébés à l'époque où ça se faisait de prendre les bébés la nuit. Euh, C'était la foire d'empoigne, quoi. Tous les bébés hurlaient. Ils étaient en, parce que tout le monde avait défilé, tout le monde avait pris le bébé, tout le monde se passait le bébé de bras en bras, tout le monde, personne respectait son sommeil. La maman, des fois, elle avait envie d'allaiter, mais en fait, il y avait le voisin qui était passé et qui attendait qu'elle mette au sein. Donc, elle était gênée, elle mettait pas au sein, le bébé se rendormait et on loupait le coche. Donc, c'est vrai que c'était un peu le cauchemar, des fois, cette approche-là. Hein. Alors là, tu vois, je montre cette fleur pour les gens qui ont envie de découvrir un peu aussi les fleurs de bac. C'est la fleur Centauri voilà, qui accompagne aussi toutes les personnes qui ont envie de faire plaisir aux autres et qui savent pas écouter leurs propres besoins par rapport à ça et qui disent oui, 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 tu peux rester, oui, oui, tu peux passer, oui, oui, non, non, ça me dérange pas. Alors au fond d'eux, ils sentent bien que c'est le moment de dire non, stop, faut que j'aille me reposer ou c'est le moment voilà, de tout clôturer, même le téléphone, hein. Oui, c'est ça. Hein. Je veux dire, c'est vrai que la maman, si elle allait, elle peut pas être au téléphone et disponible pour son bébé. Voilà. Donc, en fait, ça va être vraiment important. Alors, c'est vrai qu'au bout de 2 mois d'allaitement, si tu envoies quelques textos pendant que tu allaites parce que tu passes du temps avec ton bébé, ça pose pas de problème. Mais dans les 15 premiers jours, on va dire, quand tu mets ton bébé au sein, il faut vraiment lui donner toute l'attention nécessaire. Et c'est vraiment important de pouvoir lui faire sentir que tu es à 300% avec. Parce que lui aussi, ça lui fait bizarre hein, d'être dehors et de plus avoir sa maman tout autour de lui. C'était son univers avant. Donc en fait, s'il sent que t'es là mais t'es pas là, en fait, il va brailler pour pouvoir avoir l'attention totale de sa maman. Et donc, c'est pas un bon démarrage, ça. En fait, on va voir que ça va être vraiment important de pouvoir tout poser et rester au contact de son bébé. Et ça va participer aussi au stress de la maman, donc de l'impatience, de l'irritabilité, du manque de confiance en soi. Je suis nulle, je sais pas faire, je vais pas y arriver. Donc ça, c'est l'arche. Et de ce fait, après, si ça part mal au début, l'allaitement, c'est vrai que des fois, c'est encore plus compliqué. Alors que c'est des petites choses, des fois, qui sont pas, voilà, la fleur l'arche. Il y a des fois des micro-choses à mettre en place pour que la confiance s'installe, le temps aussi s'installe et la rencontre aussi entre le bébé et la maman au niveau de l'allaitement ou du biberon, parce qu'il n'y a pas que des mamans qui allaitent. Oui, il n'y a pas que des mamans qui allaitent, mais c'est vrai que ça va être intéressant de travailler dessus. Si pour toutes les mamans qui vont écouter et qui n'ont pas forcément envie d'allaiter, je vous encourage à travailler sur le sujet. Même si au final ça vous fera pas changer d'avis, ça va vraiment être intéressant de savoir quelles sont les dynamiques qui vous accompagnent là-dessus. Parce que des fois, c'est vraiment des peurs, des croyances, des choses qui sont pas du tout connectées à vraiment votre envie à vous. Et moi, j'ai vu plein de mamans qui avaient décidé de pas allaiter parce que elles avaient peur, elles ne savaient pas trop comment se faire, parce qu'on a plein de façons d'allaiter différentes. Hein, il y a des femmes qui déballent leur poitrine, qui sont hyper pas pudiques, puis il y en a qui allaitent une petite couverture et on voit rien de toute la durée de l'allaitement. Donc il y a 30 000 et une façons d'allaiter et quand on voit aujourd'hui l'impact du microbiote, de l'immunité et je veux dire, aujourd'hui c'est presque un médicament l'allaitement, tu vois. Donc en fait c'est vraiment par rapport à tout ce qui va se passer
on va dire, sortie de nouveaux virus, pour les enfants, ça va être vraiment important de faire comprendre aux mamans que c'est pas seulement une idéologie qu'on transmet ou pas, c'est une base immunitaire. Et du coup, en ce sens-là, c'est vrai que déjà, si pour les mamans qui regardent, si vous avez vraiment pas envie d'allaiter, si vous vraiment vous dérogez pas de ça, n'hésitez pas à quand même donner la tétée d'accueil. C'est Ça ça. vous fera une idée déjà sur qu'est-ce que c'est la réalité de l'allaitement, parce que des fois on s'en fait tout un cinéma, et en fait au final ça se passe beaucoup plus facilement et c'est beaucoup plus naturel que ce qu'on peut croire en fait. Donc voilà, il y a plein de façons de trouver des solutions pour arriver à gérer ça. Et en tout cas, souvent, c'est des peurs. Donc, bien heureusement qu'on se laisse pas embarquer dans les peurs pour vivre sa vie. Et que du coup, c'est important de traverser ces peurs. Mais si ça fait trop peur, il faut vous faire aider. Alors, que ce soit avec Nathalie et ses fleurs magiques, ou que ce soit avec une autre technique et d'autres accompagnants, mais restez pas seul avec ça, parce que vraiment, c'est capital. C'est ça. Alors, tu dis que ça devient un médicament. En fait, ça te l'a toujours été, la pharmacopée Oui, exceptionnelle que nous oui, avons en nous. Tout oui. est juste parfait. Seulement, les peurs, bah voilà, je viens de montrer la fleur mimulus. On se fait tout un monde, comme tu dis, puis on se fait aussi de la rumination, tu vois, à penser à des trucs qui n'existent pas non plus, hein, parce on se fait des films avec des témoignages aussi qu'on a pu récolter à droite et à gauche. Et vraiment de tester au moins, comme tu dis, les premiers moments, ça vaut le coup vraiment de faire cette expérience et puis de pouvoir se positionner aussi en connaissance de cause. Parce que de refuser sans avoir essayé, bah, c'est comme les enfants à qui tu dis, bon, je prends toujours l'exemple du brocoli, c'est pas forcément un bon exemple, je sais, mais tu vois, dire que tu peux pas dire que si t'aimes pas, si t'as pas goûté non plus. Euh, voilà, qu'est-ce que j'aime pas et puis en parler parce que on peut se décomplexiser aussi beaucoup et puis ça va bien se passer et ce lien là il est indéfectible par rapport à ce qui s'est produit entre la naissance et la petite voilà l'accueil du bébé, la coupure on va dire, donc c'est vraiment essentiel. Donc, on va dire, même que ce soit un bébé qui soit allaité ou même avec le biberon, ça va quand même être un démarrage forcément où les nuits vont être compliquées, où tout ce qui va être en place va être un petit peu difficile et forcément un peu déroutant pour la maman. Parce qu'en fait, comme tu disais tout à l'heure, si l'accouchement a duré des heures et des heures, ben en fait, elle va être vraiment fatiguée. Alors, si le postpartum se passe comme un charme, ben là, on va pas avoir de problème. Mais si vraiment la maman, elle a eu un gros accouchement, une césarienne. Il va falloir intégrer qu'elle va avoir besoin d'aide, Bien sûr. vraiment besoin d'aide. Donc en fait là, la place du papa, elle va être capitale. Je sais qu'aujourd'hui, il y a plein de maternités où les papas peuvent rester la nuit. D'accord. Alors, ça fait deux fracassés, bah, c'est pas grave, mais tu le vis toujours mieux à deux que tout seul. Voilà. Et surtout, s'il se passe quoi que ce soit, ben, on est tous les deux à gérer, donc c'est quand même aussi une belle aide pour la maman. Enfin, c'est la place du papa, quoi, de pouvoir aussi s'occuper de son bébé, quoi, en fait. Hein. Ça partage la charge mentale, si tu veux, un peu, hein, si on peut parler de ça. Mais Moi, ce que j'aimerais dire aussi, quand même, c'est qu'on pense que des fois, l'allaitement, c'est plus compliqué la nuit, mais les enfants qui sont aussi au biberon, ça peut être aussi compliqué. Hein. oui, Faut pas croire que je veux pas allaiter parce qu'il va me réveiller toutes les 2 heures. Des fois, avec le biberon, c'est pas aussi simple non plus. Hein. Donc, en fait, faut des fois, avec le relativiser. Hein. biberon, c'est un peu le casse-tête. Souvent, en fait, ce qui amène les mamans à choisir le biberon comme option, c'est qu'elles ont l'impression que ça va moins déformer les seins. Or, c'est pas l'allaitement qui déforme les seins, c'est la grossesse. Et puis les hormones de la grossesse, et puis la vie en général. Hein. Genre, il y a plein de femmes moi, qui vois quand même le corps féminin dans tous ses états, que t'es accouché, que t'es des grossesses, que tu peux être dans toutes les formes possibles, et que plus tu le vis bien, plus ça va être harmonieux et plus de toute façon,
on va dire, c'est important de travailler l'acceptation et le body positive, hein, parce que vraiment, l'important, c'est vraiment comment tu vis ta transformation. C'est une ouverture de l'intérieur, et c'est aussi, il y a de plus en plus de mamans, par exemple, qui montrent leur ventre en postpartum pour dire à toutes les autres mamans, regardez, c'est comme ça que ça. C'est vrai que on a l'impression qu'à la sortie de la maternité, elles vont retrouver un ventre plat. Or, pas du tout. T'as l'impression qu'elles sont à 4 ou 5 mois de grossesse. Des fois, on leur dit alors, vous accouchez quand? Elles font dans l'arbre parce qu'elles ont déjà accouché. Le bébé, il est dans la mat. Donc, euh, voilà, c'est Ça, c'est normal, en fait. Ça, c'est Crab Apple, c'est la fleur aussi pour accepter l'image qu'on a de soi-même Ouais. quand on aimerait ne plus avoir de vergeture ou avoir ce petit ventre qui pendouille ou de pas mettre certaines aussi voilà certaines bandes autour du ventre pour le justement le compresser si nécessaire ou Ben voilà. ça, c'est une catastrophe pour le périnée. Alors, c'est vrai que il va falloir faire attention. Et c'est comme un apprentissage. C'est-à-dire, si déjà toi, tu es bienveillante par rapport à toi-même, tu vas aussi pouvoir être bienveillante par rapport à ton enfant. C'est-à-dire que les enfants, ils sont jamais comme on a prévu. C'est pour ça que l'accouchement, c'est un peu ça. C'est pour ça que la grossesse, c'est un peu ça déjà. C'est que de toute façon, tu peux pas contrôler. Il y a des choses que tu peux pas contrôler. Tu t'as vraiment euh, cette, la vie, elle t'emmène vers là où tu t'avais pas prévu d'aller forcément. Et toute cette acceptation-là, tout ce chemin-là de transformation et d'ouverture, il va permettre aussi l'accueil du bébé. Hein, c'est-à-dire le fait de ne pas savoir comment ça va se passer et de pas savoir comment ça s'organise, ben c'est hyper important dans la structuration du lien au bébé. Donc voilà, les changements au niveau du corps, c'est pas du tout une motivation pour pas allaiter, par exemple. Hein. On a l'impression qu'elles prennent le biberon aussi des fois parce qu'elles veulent voir combien le bébé il prend. Mais en fait, ça c'est un faux problème. Tu vois, c'est être dans le contrôle. Et c'est clair que quand ton bébé il tète au sein, tu lui fais confiance pour qu'il tète, qu'il prenne ce qu'il veut. Et on sait bien que, on va dire, 5 ou 6. On sait bien que 5 ou 6, 5 ou 6 tétés, enfin, que un tout petit peu de tétés de sein, ça va faire un demi-biberon, par exemple. Parce en termes de qualité, le lait, il est pas du tout pareil que sur... allô? Ouais. Il n'est pas du tout pareil que sur un allaitement, sur le lait artificiel, pardon, et pas du tout pareil que le lait maternel en termes de qualité. Alors j'ai reçu par une petite marque Grandir Nature. Tu me vois là ou pas? Parce que ça s'éteint, je sais pas pourquoi. J'ai reçu ce petit jouet qui en fait correspond à la taille du bébé, de l'estomac du bébé en fonction des jours, tu vois. Donc en fait, ça c'est le premier jour et ça c'est à la fin de la première semaine, je crois. Donc ça montre quand même que la ration du bébé, elle va varier beaucoup et que il peut être, on va dire, Repu. comment? Repu. Ouais, il peut être repu par quand tu vois que c'est ça ce qu'il lui faut les premiers jours. Bah, tu te dis que quand même, avec quelques petites minutes de tété, il va y arriver, quoi. Hein. Et ça va être vraiment important de pouvoir l'aider à traverser ça aussi. Donc, la maman, elle a juste besoin souvent qu'on la rassure sur ses capacités. Et c'est vrai que, si tu veux, c'est comme un engrenage, c'est comme une spirale vertueuse. Si toi, tu fais confiance à ton bébé, si tu fais confiance à ton corps, bah en fait, tu vas passer le cap de tu te poses des questions, tu te poses plus les questions après, est-ce que je suis une bonne mère, est-ce que je suis pas une bonne mère? Si tu sais que ton corps il fait les choses spontanément, bah tu vas le voir que tu es une bonne maman. C'est-à-dire si c'est un cran au-dessus peut-être de l'allaitement par rapport à
tu prends quelque chose d'extérieur et tu vas donner à ton bébé. Alors, c'est déjà super, hein, mais quand c'est toi qui le produis, c'est encore une autre étape. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire Ah que oui, t'es pas dans le contrôle et tu fais encore plus. Alors après, il y a aussi tout ce qui est peur de la transgression. Hein. Donc des fois, le fait d'avoir une approche par le sein, et puis que le sein, quand le bébé il tète, ça produit des endorphines et des ocytocines naturelles. Ben, l'ocytocine, c'est quand même la même hormone qui fait les contractions, mais aussi qui fait l'orgasme. Et du coup, ça peut être assez déroutant pour les mamans de se dire, est-ce que là, je prends pas trop de plaisir avec mon bébé quand j'allaite? Hein, je l'ai, cette question-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, pour les mamans qui, inconsciemment, savent pas pourquoi elles ont pas du tout envie d'allaiter, c'est-à-dire celles pour qui elles font oh, moi l'allaitement ça m'attire pas du tout. Ben ça peut être des histoires de transgression. C'est-à-dire que si la maman elle dans la lignée il y a eu des abus, elle va s'empêcher d'allaiter pour être sûre de pas risquer d'abuser son bébé par exemple. ok. Mais en fait tu vois ça se travaille. Donc c'est hyper important plutôt que de choisir la technique de la pompe à brouillard, c'est-à-dire je vais pas allaiter comme ça je suis tranquille, plutôt d'aller se dire bah tiens est-ce que je pourrais pas aller libérer ma peur de la transgression parce que sinon c'est des questions qui vont Bon, revenir, ressortir à l'adolescence, bien sûr. ressortir avec d'autres formes d'abus. C'est des petits qui peuvent être harcelés à l'école. C'est des petits. Alors je dis pas que tous les enfants harcelés à l'école sont victimes, ont eu des mamans victimes d'abus. Hein, je dis pas ça, mais euh, forcément, il va y avoir des choses qui vont sortir d'une façon différente, quoi, on va dire. Donc, quand ça peut être traité et quand on peut faire de la prévention à la base, eh ben, ça change tout. Tu vois? Donc, l'allaitement, finalement, ça se travaille pendant le. S'il y en a qui veulent faire des retours sur leur peur d'allaiter ou leur envie de. Parce que là, je donne des classiques, mais s'il y en a qui veulent dire, ben tiens, moi, j'avais ça comme appréhension ou j'avais envie d'allaiter, pour moi, c'était une évidence. Voilà, si il y en a qui veulent faire des retours, c'est toujours intéressant pour les autres mamans qui se posent la question de si elles vont être capables d'allaiter. Voilà, mais c'est vrai que la partie de l'allaitement, c'est un gros volume du postpartum, on va dire, parce que on peut vraiment se perdre là dans ce chapitre-là, on va dire. On a évoqué la fatigue, donc pour ceux qui ont envie de savoir, c'est Olive qui va pouvoir aider. C'est vraiment quand on est épuisé, qu'on n'en peut plus. Et après, j'avais aussi envie de parler de Cherry Plum, hein, quand on sent qu'on va péter les plombs, hein, tellement on est épuisé, fatigué, Ah ouais. du coup, du tout. Ah Donc bah ça ouais, peut faire là, je pense partie. que, effectivement, Cherry Plum, il faut la mettre dans un coin. Ouais. C'est une des fleurs que compose le Rescue, justement. Ouais. Donc j'ai mon ami Jay qui est là et qui dit donc super intéressant, pas de peur d'allaiter, mais tu veux dire tu as des plus bons os que moi. Que ce soit dégoûtant, en effet, beaucoup d'hormones et de plaisir, une vraie sensation corporelle et sensorielle avec le bébé. Bah ouais, en fait, on va dire que il va falloir faire confiance à son corps pour s'abandonner. En fait, c'est un peu le même abandon qu'au moment de la relation sexuelle. Hein. C'est-à-dire que c'est un peu la même chose, mais c'est pas du tout au même niveau. C'est-à-dire déjà, si t'en as conscience, déjà t'es plus dans la transgression. Donc si t'es dans la protection de ton bébé et tout ça, ça va vraiment être une découverte qui va faire qu'en fait tu vas être beaucoup plus c'est quelque chose qui est plutôt pour moi l'abandon que tu as quand tu as un rapport ou l'abandon que tu as quand tu te mets dans un quelque chose de très c'est plutôt de l'ordre du mammifère quoi. On retrouve l'animal qui est en nous. C'est plutôt quelque chose d'instinctif. archaïque, hein, complètement. Voilà, d'archaïque et de vraiment basique, mais au bon sens du temps, au terme pur. Et clairement, c'est comme les mamans des fois qui ont peur que le bébé, quand il sort, il soit un peu sale ou je sais pas. Alors c'est vrai qu'il est
En vrai, c'est vrai qu'il est mouillé et c'est Il vrai y a du qu'il est, vernis aussi. il est avec du liquide amniotique. Il peut être même avec comme du beurre, de la crème de beauté. Surtout, faut pas lui enlever. Mais la plupart du temps, quand les mamans elles ont leur bébé sur elles ont qu'une envie, c'est l'attraper, et le mettre contre elles. En fait, c'est vraiment rare de pas avoir l'envie d'attraper son bébé. Hein. Ou Ouais, bien alors c'est des sûr. croyances culturelles où on leur a dit depuis des générations, prenez pas les bébés directement. Il faut d'abord laver les bébés. Aujourd'hui, on lave plus les bébés et surtout, on sait que le pot à pot, il va permettre de faire des échanges entre la peau de la C'est maman et la ça. peau du bébé pour activer les hormones des uns et des autres. Donc c'est vraiment on va dire important à s'apprivoiser. Après, c'est vrai qu'il y a des bébés qui tètent super fort et des fois tu peux avoir l'impression que il va t'aspirer le mamelon hyper fort. Donc là, il faut pas hésiter à faire la préparation au 9e mois. Donc pour masser les bouts de sein et permettre on va dire un petit réveil des tétons en douceur pour que quand le bébé il tète, s'il tète un peu sport, ça te donne pas l'envie de sursauter quoi, on va dire. Après, tu sais, il y a des enfants qui sont impatients, hein, donc on peut leur donner des fleurs de bac. En tout cas, la maman, elle peut prendre la fleur de bac de Oui, l'impatience et ça va calmer un peu le feu de l'enfant. C'est comme ça. Mais tu sais, je me rappelle, moi, à chaque accouchement, Paloma m'a toujours mis chaque enfant sur mon ventre et c'est lui qui a été chercher le sein. Et ça, c'est un moment, mais tellement il rampe un petit délicieux. peu, il faut leur petit truc. Et oui, il rampe. Et mais c'est un moment qui est tellement magique. C'est fou, quoi. Parce qu'il n'arrivait pas, elle ne le mettait pas à hauteur de la poitrine, elle le mettait plus bas pour qu'il puisse se frayer ce chemin. Ouais. Et ça crée un lien d'une magie, mais c'est tellement exceptionnel que cette nature se répète depuis la nuit des temps. C'est instinctif, en fait. Et moi, j'ai vu des bébés où les mamans avaient décidé de pas forcément allaiter, Ouais. qui finalement allaient chercher le sein sans demander la permission. Ben oui. Et donc, au final, elle se laissait faire parce que gentiment, il trouvait son petit bonheur, quoi. Donc, et puis Exactement. quand on voit l'état dans lequel ils sont à la fin de la tétée, c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un cran au-dessus de l'état où ils sont après le biberon. Alors après le biberon, ils sont gavés, mais après la tétée, ils ont un bien-être. Ils sont dans l'extase. C'est-à-dire que voilà, c'est pas tout à fait pareil parce que les hormones, elles passent aussi. Enfin, il y a beaucoup plus de choses qui passent dans le sein. On sait que aussi dans les premières suctions, la salive du bébé va intégrer les canaux des glandes mammaires. Ça, c'est tout récent. Et ça va donner des messages à l'immunité de la maman pour qu'elle puisse produire des anticorps spécifiques aux besoins du bébé à l'instant T. Donc, si tu veux, je pense que fondamentalement, ça va provoquer chez l'enfant un état de sécurité Complet. Qui va être vraiment intéressant à noter, quoi, on va dire. C'est ça. Et on est d'accord, la succion, ça remet aussi l'utérus en place. Ah ben, ça remet l'utérus en place et puis ça va travailler aussi tous les os de la face du bébé. C'est-à-dire que par rapport pour l'ostéopathie, à la mise en place, voilà, ce que je peux travailler moi en ostéopathie, ouais. c'est que toutes les compressions qui peuvent avoir eu lieu pendant la période in utero ou pendant la sortie du bébé, dans les appuis du bébé dans le bassin, bon bah tout ça, ça peut faire des compressions au niveau des os du crâne et ça peut faire qu'il y ait un œil un peu plus fermé, qui a un peu le nez de travers ou qui est un peu la mandibule devant ou derrière. Ça, il va falloir le travailler. Mais c'est vrai que si le bébé tète au sein, il va être obligé d'avoir une succion beaucoup plus prononcée qui va faire que ça va rétablir ses tensions et que ça va rééquilibrer tout son crâne. Et donc son développement pour plus tard, quoi, on va dire. L'occlusion, les dents, voilà. Je refais une petite, hein, mais bon, c'est important dans le postpartum aussi. Je pense à ça, mais j'ai cette expérience là, à 3 jours en sortant de la maternité, d'aller voir un ostéopathe pour les bébés. Faites-le, mesdames.
parce que ça va participer aussi à un postpartum qui sera plus doux. Parce que si le bébé a été vu à la naissance et que tout est OK partout en fonction de sa naissance, ça va aussi alléger les nuits, les journées, les pleurs, Carrément. les cris, etc. Carrément. Alors moi, ce que je conseille en tant qu'ostéo, c'est de le voir dans les 15 jours, 3 semaines après la naissance. Hein, voilà, c'est vraiment hyper intéressant. Après, s'il y a quoi que ce soit de difficile pendant l'accouchement ou qu'il y a eu une césarienne, un forceps et tout ça, il faut pas hésiter de les montrer beaucoup plus tôt. C'est-à-dire qu'il y a des bébés que je vois, moi, à la sortie de la maternité. Hein, je veux dire, à J3, je peux voir les bébés, même l'allaitement. C'est-à-dire qu'à J3, tu peux encore récupérer l'allaitement. Tu vois, je mets les bébés au sein pendant la séance, je regarde un peu comment ça se passe, je parle au bébé, et c'est vrai qu'ils écoutent tout, ils comprennent. Je sais pas si tu as vu récemment, j'ai posté sur mon mur une photo d'un bébé avec la maman qui était, et on venait de faire une séance c'était pendant un stage. On venait de faire une séance à la maman et le bébé, carrément, il parlait, quoi. C'était à 3 semaines de vie, c'était juste un bonheur, quoi. C'est fabuleux. Ah ouais, c'est absolument incroyable. Il remercie, là, le bébé. Il dit, ça y est, enfin, tout est OK, quoi. Il avait vraiment envie de... Puis c'est un bébé que j'avais vu quand même, que j'avais vibré pas mal pendant la grossesse. Et du coup, c'était chouette de voir qu'il était dans la communication et le lien vraiment très fort. Donc, quand les parents ils voient que leurs enfants sont capables de faire ça, en fait, ça les rassure aussi sur les capacités de leur enfant. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si jamais vous êtes en postpartum et que vous avez l'impression d'être perdu, de pas être une bonne maman, surtout faites-vous accompagner. Surtout faites-vous accompagner parce que ça va tout changer. C'est-à-dire que des fois, il suffit de pas grand-chose pour pouvoir passer le cap et être dans une dynamique différente et retrouver ses marques et de pouvoir vraiment enclencher quelque chose de super positif. Voilà. Et de serein. Quel que soit ce qui s'est passé pendant l'accouchement, quel que soit j'ai raté l'allaitement, quel que soit, on s'en fout en fait. Tout ce qui se passe est bien comme ça se passe. Ce qu'il faut, c'est bien vivre en fait. Et pour ça, pour bien le vivre, il faut lâcher prise. Et des fois, lâcher prise, je sais pas quelle fleur c'est lâcher prise, hein, ça dépend, Elisa, parce que tu vois, là, tu parles du on s'en fout. Si ça n'a pas été bien fait, tu vois, ça me fait penser à Pine, la culpabilité. Ça peut être ça aussi, le lâcher prise. C'est aussi arrêter de se faire des reproches parce qu'on fait ce qu'on peut aussi. Voilà. Et comme une fois, ce que je disais au début, c'est que des fois, on a des projections sur des attentes qui sont pas réalistes. Donc, tant pis, maintenant, on passe à autre chose. Mais lâcher prise, ça peut être aussi au niveau, tu as des pensées où tu n'arrêtes pas de ruminer. Donc, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est White Chestnut, la rumination mentale. Ça peut être ça. Mais ça peut être aussi des mamans qui sont dans un état de souffrance terrible physique, tu vois. Par exemple, Sweet Chestnut, tu vois, c'est qui parle de la nuit noire de l'âme. Donc là, il peut y avoir eu un traumatisme ou quelque chose. Oui, c'est ça. Si la maman elle a eu peur que son petit soit à un moment donné, tu peux avoir l'impression que tu vas mourir, que ton bébé va mourir, que tout le monde va mourir, quoi, en fait. Donc et ça, t'as tellement pas ça te met tellement en face de quelque chose où tu t'y attends pas des fois. Si personne te l'a dit, tu peux pas l'inventer, quoi, en fait. Hein. Donc tu te retrouves dans une situation où c'est la vie la mort, alors que toi tu pensais qu'à la vie. Et là, ça te fait. Si il y a des deuils qui n'ont pas été faits avant, si toi t'as failli mourir à la naissance et que ça n'a pas été travaillé, ça va te faire switcher et ça va faire que tu vas te faire embarquer dans le tourbillon, quoi. C'était quoi là? Star of Bethlehem, c'est une des fleurs du rescue, comme Cherry Plum. Et là, c'est justement pour faire aussi ce deuil de tous les chocs ou de tous les traumatismes qui ont été probablement vécus en amont ou qui sont souvent réactivés, justement, comme tu le dis, voilà, soit pendant l'accouchement, l'allaitement, enfin, toutes les étapes de la vie, parce que c'est fait pas que la grossesse et l'accouchement. On sait bien que tous ces stress successifs, c'est là où justement ça fait comme une espèce de bombe à retardement et qui fait que là on est dans une forme de vulnérabilité. Donc c'est plus propice aussi aux remises en question. C'est pour parler du lâcher prise, et justement Sweet Chestnut, la fleur que j'ai montrée encore avant, c'est vraiment quand
la personne, la maman a le sentiment de pas voir le bout de ce qu'elle est en train de vivre. Elle est complètement comment dire, engluée dans son angoisse. Et quand elle est comme ça, elle va avoir l'impression qu'il faut qu'elle fasse la Wonder Woman, la super maman. Et donc, elle va en faire des caisses. Le pire du pire, c'est ça. Hein. C'est rentrer à la maison et faire briquer toute la baraque, pas dormir quand le bébé il dort. En fait, il n'y a qu'une seule chose pour récupérer de l'accouchement, que vous allaitiez ou pas, c'est faire la sieste quand le bébé dort et manger des amandes. D'accord? Parce que manger des amandes ou des noix, faites le plein en magasin bio et faites-vous un petit bol de fruits secs et de noix et il faut quasiment l'équivalent d'une poignée tous les jours. C'est-à-dire que ça sert à rien de boire du lait, de manger des yaourts. Il faut du calcium qui est biodisponible. Et pour du calcium biodisponible, c'est les noix et les fruits secs, parce ça donne un apport phosphocalcique qui va permettre de bien vivre au niveau des carences, d'éviter les carences en postpartum. Donc, et puis de pouvoir produire du bon lait avec du bon gras pour le bébé. Donc, en fait, moi, j'ai jamais vu un allaitement qui marchait pas. Vous voyez, si les mamans ça marche pas, c'est qu'elles sont mal accompagnées. Alors, je suis désolée pour mes collègues sages-femmes mais je veux dire, voilà, ça m'est arrivé de suivre des allaitements pendant longtemps à la maison. On y arrive toujours. C'est-à-dire que des fois, il faut 10 à 15 jours avant que la montée de lait vraiment se fasse. Il faut persévérer et pas se décourager. C'est ça. C'est-à-dire que il faut déjà se mettre dans des bonnes conditions, donc pas de stress autour. Il faut dormir, manger des amandes et se connecter au bébé. Éviter trop de dispersion et vous reposer. C'est-à-dire que le cliché terrible qu'on peut avoir, hein, là je vais vous dire tout ce qu'il faut pas faire pour foirer votre postpartum. Hein, donc le cliché, c'est que vous rentrez à la maternité, vous briquez la baraque, en 3 jours vous n'avez plus de lait, vous pleurez. Et votre bébé, il va pleurer parce que il va y arriver hein, au biberon, il va le faire, mais ça va être toujours moins bien. Donc il va râler plus que puis le lait artificiel, ça peut quand même plus les brasser au niveau du bide, ça peut constiper, faire des gaz, tout ça, alors que le lait maternel, ça marche tout seul. Si vous mangez pas de lait, alors ce qu'il faut, c'est que pendant le postpartum, il faut pas, si vous allaitez, il faut pas prendre d'excitants, donc pas de café, pas de thé. Prenez des yogitis, c'est merveilleux. Voilà, ce que vous voulez, des tisanes, hein, voilà. Et là, il a la rose. Du tilleul du jardin, aller cueillir des plantes à l'extérieur, ce que vous voulez. Mais en tout cas, ne prenez pas de café si vous allaitez, parce que c'est dommage, ça excite le bébé, ça lui fait mal au bide. C'est pas ce qu'il faut. Par contre, c'est vrai que voilà, les premiers temps, il faut vraiment continuer sur le même mode que la grossesse, c'est-à-dire que vous reposez régulièrement et parce que en fait, ce qui se passe, c'est que comme tu as les hormones de l'allaitement, de l'allaitement, de l'accouchement, comme tu as la joie d'avoir ton bébé, tout le monde te dit « Oh là là, il est trop beau et tout », il y a une partie de toi qui, on dirait que tu es sous cocaïne, quoi. Tu vois, enfin, j'ai jamais pris de cocaïne, mais quand je les vois faire, elles dorment 2 heures par nuit, elles glowent, la femme enceinte, et elles ont l'impression qu'elles sont indestructibles, tu vois. Ouais, et puis en fait, voilà. Et en fait, au bout de 3 mois, t'as le coup de bambou qui fait que tout d'un coup, rien ne va plus. T'es fatigué, tes hormones elles commencent à redescendre un peu. C'est-à-dire il y a comme une première étape du postpartum qui se fait au bout de 3 mois. Et c'est vraiment un problème parce que souvent ça coïncide avec 3 mois la reprise du travail. Et c'est exactement ce que j'allais dire. Après, tu as les chutes de cheveux, tu pars en cacahuète parce que… tellement tu perds des cheveux, donc c'est un gros souci, hein, parce que les femmes, elles perdent aucun cheveu pendant la grossesse, mais tu perds tout d'un coup après. Donc, les cheveux et les dents.
bah, c'est pour ça qu'il faut manger des amandes. Parce que si tu veux pas avoir des carences pendant la grossesse et pendant le postpartum, il faut manger des noix, des noix, des noix, parce que c'est ça qui va te permettre de pas perdre de dents. Hein, les anciens, ils disaient une grossesse, une dent. Bon, bah, c'est pas bien. C'est pas comme ça que ça devrait se faire, quoi. Hein. Et donc, voilà, si t'arrives à vraiment bien te reposer, respecter le rythme de ton bébé, te respecter toi. Alors ça va être difficile quand tu as des aînés, hein, parce que voilà, quand il y a des plus grands, il faut arriver à négocier. On se met au lit, donc là, il faut arriver à se faire des moments quand même où il faut laisser tomber le ménage, laisser tomber. Exactement. Alors, il y avait une belle idée pendant toute une période là, où en fait, en cadeau de naissance, je sais pas si tu avais entendu parler de ça, mais en cadeau de naissance, plutôt que amener des trucs, les mamans, elles demandaient à leur famille d'amener un plat qu'elles mettaient leur plat préféré, enfin leur spécialité quoi, de la famille. T'amènes ta spécialité pour amener au bébé et tu mets ça au congèle. Et en fait, tu as la spécialité de toute la famille dans ton congèle. Et le soir, plutôt que de passer du temps à cuisiner, À tu cuisiner. sors la spécialité de tonton Trop bien comme idée. Coco. Et puis, voilà. Et comme ça, tu as tout sous la main. Ouais, parce qu'il n'y a pas que la cuisine, il faut aller faire les courses aussi. Et Oui, ça, c'est c'est ça. fatigant. Donc, en fait, c'est l'intendance qui est le plus compliqué. Donc, C'est ça. et puis des fois, si les mamans, si elles ont la grand-mère qui est d'accord pour venir, attention hein, pour les grand-mères qui se regardent ce live. Oui, on en a parlé au début, mais oui. C'est-à-dire que pour la famille autour, souvent c'est un peu cruel hein, parce que toi, tu vois un bébé, surtout quand t'es grand-mère, t'as envie de le prendre, de le patouiller, de lui faire des bisous. Et donc, on se retrouve dans des situations où c'est la maman qui fait le thé ou qui fait la bouffe et les autres qui profitent du bébé. Non, c'est pas ça. Hein. Normalement, la maman, elle doit être dans son canapé et c'est les invités qui préparent le thé, qui apportent quitte à venir avec une thermos et des verres en plastique pour qu'elle n'ait pas de vaisselle à faire et qu'on soit tranquille. Mais c'est vrai que c'est des petits détails, mais ça va être tellement C'est mieux, énorme. tellement mieux. Ah Bien mais sûr. faites, je vous en supplie, faites ça. Et quand tu vas voir une copine qui allait, bah tu mets une lessive en partant. Voilà. Et puis Mais comme ouais. ça, elle a moins de trucs à faire. Tu lui demandes est-ce que je peux te faire un truc. Alors souvent les mamans faut insister parce elles osent pas, elles ont l'impression qu'elles sont pas bien. Mais non, en fait, il faudrait que ce soit la normalité de pouvoir se faire aider quand tu es enceinte. C'est pour ça que je parlais de culpabilité avec Pine, c'est qu'on se sent toujours honteux d'être dans le. On devrait être au top, on devrait être en forme, et on va pas dire effectivement est-ce que tu peux m'aider à sortir le linge et à étendre, etc. Mais ça devrait faire partie du cadeau aussi d'aller visiter une maman parce Bah que oui. forcément c'est compliqué quand même hein, de mettre tout ça en place et Et c'est ouais. pas beaucoup plus simple quand on en a plusieurs en disant bon bah on a l'habitude. Non, au contraire hein, Alors après, ça dépend. Si la maman, tu vois qu'elle est saturée de son bébé, elle peut jamais le poser, que ça lui fait du bien de te le filer oui, et de faire autre chose, bah ça, en fait, il y a pas de règle. Donc des fois, tu sens qu'elle fait, ah, vas-y, prends-le parce que j'en peux plus. Mais pour moi, c'est vrai que je sais que c'est des fois un peu difficile, un peu critique. Hein. Je suis arrivée chez une maman la dernière fois que je suis allée consulter à la maison parce que je sentais qu'elle était trop fatiguée. C'est vrai qu'elle m'a mis son bébé dans les bras en me disant tu sauras mieux t'en occuper que moi. Ah bah moi, c'est un problème ça, tu vois, parce que genre, même si moi je suis professionnelle, non, c'est toi la meilleure maman pour t'occuper de ton bébé. Mais simplement, elle était tellement, ça s'était tellement mal passé l'accouchement que c'était, on va dire, violent pour elle d'être, de gérer le lien avec son bébé, quoi. Donc il a fallu qu'on travaille ça. Et puis après, elle a pu faire le switch et enclencher avec son bébé, et être bien et sentir que ça, c'était beaucoup plus naturel qu'avant, quoi, en fait. bah, du coup tu vois ça me fait rebondir avec cette fleur là Agrimony que j'avais sortie
avec toutes les mamans qui disent que tout va bien, tout est ok, etc. Et qui en Ouais. fait s'effondrent chez elles quand il n'y a plus personne et qui peuvent être aussi en détresse, mais sans reconnaître Sans le l'état dans lequel montrer. elles se trouvent. Ouais. Bah, ça, Exactement, c'est pour peut-être les débuts de dépression. Hein, parce que quand exactement. tu vois, quand elle commence à dire tout va bien, je vais bien, mais qu'en fait, tu sens qu'elle n'est pas joyeuse. Et ça peut être aussi, on n'en a pas parlé, mais tu parlais tout à l'heure de fatigue physique. Il peut y avoir des grosses dérèglements au niveau énergie, Hormonal. Ok. notamment avec tout ce qui est péridurale et blood patch. Hein, le plus gros problème que peut, ce qui peut subvenir quand il y a une péridurale, c'est pas Ouais. les histoires de paralysie, tout ça, ça n'existe vraiment pas. Mais ce qui Oui. peut avoir comme complication après une péri, c'est surtout la brèche. D'accord? La brèche, c'est une fuite de liquide céphalorachidien Oui. qui s'évacue et qui fait des gros maux de tête. Hein, donc en D'accord. fait, la maman, elle doit rester couchée pendant 15 jours ou ouais, enfin un bon bout de temps pour que le trou qui s'est percé au niveau de la dure-mère se referme. Et des fois, ils proposent un blood patch, c'est-à-dire qu'ils feront une prise de sang à la maman, qui vont réinjecter sur le point péridurale dans le dos. Donc, tu Ok. vois, 2 jours après ou le lendemain de ton accouchement, tu repars au bloc, on te Ok. remet en boule sur la table d'accouchement et on te repique dans le dos, ce qui est super pas agréable. Hein. Enfin, C'est genre, t'as douloureux. juste pas envie de ça. Mais ça va faire colmater le trou dans les méninges et ça va faire qu'il n'y ait plus de fuite pour que quand elle se lève, il n'y ait plus la pression qui diminue et que ça lui fasse pas des maux de tête. Mais du coup, le blood patch, ça va faire comme un espèce de gangue fibreuse autour de la De la plaie. dure-mère. Et du Ouais. coup, ça va perturber le phénomène physiologique, enfin le fonctionnement de la dure-mère. Et ça peut aggraver une hyper asthénie, c'est-à-dire trop de fatigue, ou même euh, être les bases de la dépression en fait, parce qu'il n'y a plus d'adaptation possible. Toute la dure-mère, toutes les ménages sont tendus jusqu'au niveau du crâne et de l'espace frontal, et du coup, elle va vraiment avoir l'impression de plus savoir faire des choix, de plus savoir s'organiser, de plus avoir d'initiative. Tu vois, ça te bloque ton cerveau frontal. Le cerveau frontal, c'est ce qui sert à la mémorisation, l'organisation et La l'initiative. rationalité aussi. Tu Ouais. vois, vol au-dessus d'un nid de coucou, Ouais. quand on faisait la lobotomie avant, bah, tu as l'impression d'être lobotomisé en direct. Ok. Donc, Ok. c'est vraiment un problème, quoi. Hein. Alors, j'ai quelqu'un qui dit ça devrait être un réflexe, même quand la maman a l'air d'aller bien, de passer le balai, d'amener un plat chaud. Bah ouais, c'est sûr. Bah là, je suis tout à fait d'accord. Ça devrait être vraiment la base. Plutôt que lui rapter son bébé et jouer avec et en profiter à sa place. C'est vrai qu'on devrait même lui masser les pieds, on devrait même s'occuper d'elle en fait. Vous voyez, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. C'est que tout le monde va être centré sur moi, je sais que c'est bien quand je peux arriver chez une maman et que je m'occupe d'elle. Je sais elle va trouver ça génial. Alors, des fois, il y a une urgence sur le bébé, donc on fait d'abord le bébé, puis on va s'occuper d'elle après. Mais c'est vrai qu'il faut pas l'oublier, quoi, en fait. Voilà, c'est vraiment important de pouvoir lui faire sentir que c'est elle la source. Donc c'est elle qu'il faut chouchouter aussi en fait. Et donc on parlait du papa tout à l'heure. C'est vrai que le papa, il va être un relais phénoménal par rapport à cette étape-là. C'est-à-dire que si la charge de travail est partagée et si le papa il peut être vraiment présent les premières semaines, ça va vraiment améliorer et faciliter la prise en charge. Ça va paraître naturel, ce qui devrait être tout le temps comme ça. Mais c'est vrai que si la maman est toute seule, elle va vriller encore plus vite, quoi. On va dire. Bah, il y a des mamans solo, hein, c'est clair. Hein. Donc ça existe. Hein. Et il y a aussi des mamans solo en couple avec justement ce manque de communication Oui, ou un papa qui est très occupé ou qui sait pas faire, qui croit qu'il est nul ou exactement. qu'il n'y arrivera pas. Voilà. Ou cette non prise de conscience aussi, hein, qui fait que d'un seul coup, bah, il se rend pas compte de la détresse dans laquelle se trouve sa femme ou sa compagne, voilà, peu importe. Mais
Et puis dans les blocages physiques, on a vu les complications de la péridurale, mais il y a aussi tout ce qui est difficulté au niveau périnée. Hein, c'est-à-dire que Oui, ça, c'est encore un peu un tabou. Hein. Il y a des femmes qui se retrouvent avec une épisiotomie qui est hyper douloureuse ou exactement. des grosses déchirures qui peuvent être vraiment handicapantes et invalidantes. Et du coup, avec des choses qui Voilà. vont être vraiment difficiles à digérer, c'est-à-dire que les mamans, elles ont l'impression on va dire, euh, d'avoir subi une violence, quoi, en fait, d'avoir été agressée du périnée, hein. Même Bah, si c'est un on a fait traumatisme, hein. le maximum, mais je veux dire, Oui, on voit que voilà, et puis elles peuvent pas trop le dire, quoi. Je suis déchirée jusqu'à l'anus, j'ai plus de contention, j'ai un périnée qui me fait trop mal, j'ai un coccyx qui a vrillé, alors ça se voit parce qu'elles peuvent pas bouger, mais souvent on se dit bon, ça va cicatriser, quoi. En 3-4 jours c'est fait. Et des oui. fois c'est pas du tout ça. Des fois ça prend des lustres et des lustres. En fonction de comment ça a été fait aussi, ça va être plus facile à digérer. Et puis souvent ça peut réactiver aussi des choses compliquées de l'ordre on parlait De la, d'abus tout à l'heure, mais de la ça peut sexualité être, aussi. voilà, hein, voilà, ça va forcément influencer sur tout ce qui est, reprise de la sexualité, reconnexion avec son énergie vitale. Voilà. Et pourtant, on sait que ça va être très très important de pouvoir réenclencher ça, hein, pour le papa, pour la maman, pour le bébé. Parce que si le bébé est la seule source d'ocytocine de la maman, c'est pas bon non plus, en fait. Et puis le papa, il va trouver que c'est pas cool, donc il va se dire ah bah tiens, c'est l'allaitement. Des fois, il y a des papas qui disent ouais, j'aimerais bien qu'elle arrête d'allaiter parce qu'elle est scotchée à son Oui. bébé. Et, moi, j'aimerais bien la récupérer un peu. Ouais, mais c'est tout ne peut pas venir de là. Et par Et rapport à ce ouais. que tu viens d'évoquer, tu vois, moi c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de Sweet Chestnut et Star of Bethlehem. Ça peut être des fleurs qui peuvent accompagner ce type de traumatisme, voilà, corporel, mais aussi psychologique, hein, parce qu'il faut pouvoir le vivre aussi cet état-là. Oui, puis Cathy, elle dit être femme, être mère, retrouver la femme en soi, un vrai challenge. Bah oui, c'est vrai. C'est sûr que c'est. Mais en fait, on est faite pour ça aussi. On est faite pour la métamorphose. On est faite pour. C'est les cycles de la vie qui. On est des transmuteuses. Donc en fait, on a ce potentiel-là merveilleux en nous. On suit la lune. C'est quand même un truc incroyable, quoi, le corps d'une femme. Donc si on veut essayer de le normer ou de le formater, ben là, ça marche pas. C'est vraiment être plus à l'écoute de soi qui va être la solution, en fait. Et la solution, plus vous écoutez vous, plus vous écoutez votre bébé, ben plus lui il va s'écouter et plus ça va être simple. Et c'est vrai que moi, quand j'ai pu vraiment accompagner, quand je travaillais au Minguettes, la maternité où vraiment on respectait les femmes, le rythme, tant que tout allait bien, on les laissait vraiment faire ce qu'elles voulaient. On avait une baignoire d'accouchement, on avait un siège pour qu'elles se mettent à quatre pattes, assises. On les laissait se mettre à quatre pattes, même debout, enfin comme elles voulaient, quoi. En fait, tant que tout allait bien, on les laissait faire vraiment freestyle. Et ben c'est vrai, c'était vraiment beau parce que le couple s'en trouvait vraiment ressoudé et c'était vraiment une aventure à deux qui finalement les mamans elles me disaient ouais en fait bah, l'allaitement c'était facile, mais en fait elles avaient tout, quoi, elles avaient toutes les solutions à chaque problème, elles pouvaient dégager dans la milliseconde les soucis. Et elles avaient un accompagnement à la carte et effectivement bah du coup quand tu sais ce qu'il faut faire, que tu fais de la prévention et que vraiment t'es branché à tes sensations, bah du coup ça va tout seul. Alors j'ai Carole qui dit on t'écoute avec Charles. Charles, je l'ai vibré pendant quand il était petit dans le ventre de ta maman. Je t'ai chanté des C'est trop chansons de mignon. Charles. Et je suis sûre qu'il doit reconnaître ta voix et Bah se ouais, dire, c'est ah, sûr. tiens, c'est Elisa qui parle. Mais C'est mais trop c'est vrai bien. que quand les mamans elles attendent leur bébé, elles ont
une idée de ce que ça va être, où tu te dis, je vais avoir plein d'énergie, non, en fait, t'es fatigué, mais t'as fabriqué un bébé pendant 9 mois. Vas-y, C'est normal d'être repose-toi. fatigué. Bah ouais, Repose-toi, bien sûr. repose-toi. C'est T'as tout le clair. temps pour en profiter. T'as toute la vie pour le sortir. T'as toute la vie pour cocoon, fais à ton rythme. Alors, Bien sûr. ce que je voulais aborder aussi, qui peut être un peu extrême, qui peut paraître extrême pour d'autres, c'est que pour les petits coups de mou et de fatigue en postpartum, alors il y a bien sûr les fleurs, mais il peut aussi y avoir une approche homéopathique ou même phyto avec le placenta. Hein, donc dans certaines maternités, officiellement, on n'a pas le droit de récupérer son placenta. On en avait déjà parlé, tu te rappelles, je Voilà, t'avais dit que j'avais fait de l'isothérapie placentaire voilà. avec Paloma. Donc Exactement. mais j'aime bien en reparler là parce que c'est T'as vrai que raison. pour le postpartum, ça va être important de le faire aussi pour le bébé, l'isothérapie du placenta, mais ça va aussi servir à la maman, c'est-à-dire jusqu'aux 18 ans du bébé, tout ce qui peut être lié au postpartum peut être géré avec l'isothérapie du placenta. Alors même, j'en avais parlé la dernière fois avec les petits Ouais, je le smoothies. montre la prochaine fois. Quoi? Faudrait que je montre parce que j'ai encore le Ouais. flacon de Moi, la je l'ai, peinture le mère en flacon. fait. Moi aussi, je l'ai. J'ai celle de Louis qui est le dernier, mais bon, la prochaine fois, prochain live, je le montre. J'ai le cordon et le placenta de ma petite nièce, moi, le dernier que j'ai ramené. Donc aujourd'hui, on peut, si vous arrivez à récupérer aussi votre placenta, vous pouvez le couper en petits morceaux et faire des petits dés pour faire des smoothies, hein, on avait dit. Alors bon, ça peut paraître extrême pour certaines femmes, mais n'hésitez pas parce que pour celles qui ont envie de faire des choses un peu plus naturellement, le placenta, il est vraiment riche en nutriments et le mettre par exemple pour celles qui font des jus avec de l'extracteur de jus, vous mettez un petit carré de placenta au milieu de vos jus, vous sentirez rien et ça vous permettra vraiment d'avoir la patate pour les semaines après l'accouchement. Et si jamais vous sentez qu'à un moment donné vous êtes débordé, il faut pas hésiter à vous faire aider, à vous faire accompagner, à appeler Nathalie pour qu'elle vous fasse une petite consulte, à aller voir votre ostéopathe préféré. Et il faut des gens qui soient vraiment habitués à accompagner les femmes enceintes et en postpartum. Voilà, parce que les gens qui savent Oh pas là là là, faire. c'est bon, hop, 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 là, on va Oui, se c'est calmer. ça. Allez, on va arrêter de pleurer, madame. Ouais, c'est bon, hein, on en a vu d'autres. C'est Hein. bon, là, vous avez accouché il y a 3 mois, faut vous en remettre. Oui, enfin, en même temps, non, en fait, chacun fonctionne à son rythme et surtout, ne culpabilisez pas s'il y a quelqu'un qui vous parle pas bien, qui considère pas votre souffrance. Allez voir d'autres professionnels de santé. Exactement. Faites-vous aider et respecter. Voilà. C'est ça. Alors, je vais donner deux autres fleurs. C'est Oak, c'est la fleur du chêne. Pour ceux qui sont justement robustes comme un chêne, mais qui s'effondrent aussi comme un chêne. C'est-à-dire qu'en fait, ils luttent, ils s'acharnent, ils en peuvent plus, mais ils continuent. Et ben, ils vont au-delà de leurs limites. Donc, c'est là où ils s'effondrent. Et tu as parlé de débordement. On peut être débordé physiquement par l'ampleur de tout ce qu'on a à faire et à mettre en place dans la maison, pour soi, mais aussi émotionnellement. On peut être aussi débordé hormonalement. Tu vois, le débordement, ça peut être sous tous les aspects finalement. Ouais. On peut être débordé aussi par toutes les prises de conscience, par justement la belle famille, la famille, tout ce qui remonte aussi. Dans ces moments-là, le débordement, il peut être à 180 degrés finalement. Et pas simplement le fait d'avoir arrêté de faire du repassage, arrêté de faire des trucs inutiles. En fait. Et oui, c'est ça. Il faut vraiment laisser tomber les choses pas prioritaires et ne faire que ce qui est important. Ouais, que ce qui est vital. Complètement. C'est rigolo parce qu'à chaque fois que tu parles d'une fleur, tu en parles tellement bien que j'ai envie de toutes les prendre, moi. Je sais pas vous, mais moi quand tu parles d'une fleur, je fais ah oui, bah ça je l'ai aussi. Il me la faut, c'est clair. Alors. Eh ben oui, c'est gentil, Carole, c'est adorable. Bon, en tout cas, comme toujours, c'était génial. Alors, ce que je voulais faire aussi comme annonce ce soir, c'est que si vous avez envie de venir explorer les fleurs avec nous,
le week-end du 27-28, c'est ça? 28, Attends, je 29? regarde. Je sais plus. Attends, tu sais, j'ai une espèce de mémoire de Dory, je Et vais te donc, dire on tout de suite. propose à Lyon, 27-28. 27-28, on propose à Lyon un atelier de fleurs de bac spécial pour tous les professionnels donc les doulas, les sages-femmes, les ostéos, tous ceux pour qui la périnatalité est intéressante, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. On vous mettra peut-être les contacts en lien. Donc vous verrez que voilà, on va faire un beau week-end dans l'espace lyonnais. Ça va être une grande première. Donc voilà, venez nombreux. Si vous pouvez pas venir, mais que vous savez qu'il y a des gens qui seraient intéressés, faites passer l'info. Je vais remettre le petit flyer en story. Donc communiquer, partager la story pour pouvoir essayer de toucher le plus grand nombre, qu'on puisse profiter de ce week-end-là pour faire connaissance et faire vibrer les bonnes énergies. C'est ça, donc ça va être vraiment 2 jours dédiés à tout ce qui est périnatalité. Donc voilà, avant, pendant, après. Et donc les 38 fleurs, vous aurez la connaissance des 38 fleurs, ce qu'on appelle communément le rescue aussi, avec l'application de la crème dans ces cas-là. Et puis il y aura des surprises, peut-être des cadeaux, il y aura voilà plein de choses. Bon, en tout cas, je me réjouis de te recevoir dans mon espace lyonnais. Et puis voilà, on se tient au courant pour la suite. Voilà, et on Merci se retrouve à tous pour votre attention. C'est toujours un bonheur d'avoir vos petits commentaires, de pouvoir pour ceux qui visionnent la vidéo a posteriori. Vous pouvez aussi laisser vos questions si jamais on n'a pas abordé certaines choses. Et on vous répondra par la suite avec joie. Si besoin. Et on se retrouve pour ceux qui ont envie de continuer l'aventure, parce que c'est le 6e live, donc là ce sera le 7e. On se retrouve le 9 décembre. Oui. Et là, on a un thème ou pas? On a déjà posé le thème? Oui, on a un thème et on a le thème de si ça veut bien s'ouvrir. Ah non, alors là c'est Il semblait qu'on avait posé un thème, mais je sais pas. En tout cas, si vous avez des idées de thèmes, n'hésitez pas. Si vous voulez qu'on aborde certains thèmes, alors, vous avez le droit de réclamer. Ouais, comment gérer la douleur de l'accouchement? Ah voilà, la douleur, ouais, c'est ça. Ça va être, c'est la douleur pour Noël. Tu sais. Voilà, c'est ça. Non, c'est la douceur d'amour, justement. Oui. Pour pouvoir laisser le bébé sortir et être en paix, tranquille. C'est le cadeau du Père Noël. C'est un peu la nativité, quand même. Hein, on est d'accord? Voilà. Bon. Bonne soirée Merci à tous. Merci beaucoup. À bientôt. Bisous, Elisa. Merci à toi, ma chérie. Merci beaucoup.